Et bonsoir à tous. Fait un live vis-à-vis de l'ancien, c'était le live précédent, qui avait été fait sur les sujets qu'on pouvait qualifier de fâcheux, comme le satanisme, ce qui se passait derrière les rideaux au niveau des élites, ou tous les sujets en fait qui pourraient être susceptiblement censurés ou ridiculisés. J'avais eu le projet, comme je l'avais précisé, de souligner justement ces points-là, parce que on a senti que c'était vraiment important d'en parler en profondeur, étant donné la situation, et bien sûr d'y ajouter des solutions éventuelles et potentielles qui sont autant réalisables en fonction justement du pouvoir créateur humain au-delà de tout ce qu'on peut en dire avec le désespoir, avec le découragement, avec tout ce qu'on voit autour de nous qui peut nous décourager. Donc voilà, c'était trouver un compromis entre les deux pour en même temps de montrer justement des choses qui se savent déjà pour bon nombre pour bon nombre de ceux qui écoutent, mais en même temps de le ressortir à la surface dans cette période parce que c'est ce qui va être au cœur justement de la situation dans les mois et dans les semaines à venir. Alors, pour le live précédent, je reprécise, il s'était interrompu non pas parce qu'on m'avait censuré, mais parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. J'avais anticipé le coup dans le sens où j'avais pas mal de batterie, donc plus de 30%, ce qui pour moi me suffisait largement pour faire un live de 30-40 minutes. Mais pour des raisons diverses, la batterie s'est déchargée hyper rapidement, donc ça s'est coupé. Une dame sur Facebook m'avait donc précisé que la dernière phrase que j'avais dite pendant le live, elle avait été coupée dans la rediffusion. Donc, est-ce que ça a été une censure volontaire ou est-ce que ça a été tout simplement un défaut de rediffusion lors de la publication de la vidéo? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça va être reprécisé dans ce live. Autre précision avant de vraiment commencer, il y a un point que je voulais préciser, c'est que quand je fais un live, si beaucoup de personnes ont pu ressentir que des fois je m'éparpillais pendant mes explications ou que je passais d'un sujet à un autre ou je passais tout simplement du coq à l'âne, je vais le dire honnêtement, c'est que quand je fais un live avec plein de personnes qui écoutent en simultané avec les commentaires sous mes yeux, j'ai tendance, dans l'atmosphère dans laquelle je m'y mets, à être assez distrait en fait par rapport à ma ligne directrice que je me donne. Donc forcément, c'est tout un exercice que j'ai à travailler là-dessus, mais j'ai progressé depuis le temps. Et c'est pas ça qui m'empêchera de faire des lives. Donc pour ça, si je précise ça, c'est surtout par rapport aux vidéos d'explication en détail concernant le satanisme et toutes les forces occultes. On pensait faire des vidéos hors live pour être plus posé en fait, pour en parler, pour avoir beaucoup plus, pour que je puisse avoir beaucoup plus le centrage nécessaire, pour que je puisse ne pas trop m'éparpiller, pour rester un maximum précis dans ce que j'ai à partager. Donc voilà, c'était une précision. Si dans les lives, donc dans les vidéos qui sont faites en direct, comme maintenant, il y a une impression d'éparpillement, sachez que bon, je fais de mon mieux, j'y travaille beaucoup et malgré tout ça, j'estime en tout cas, selon les retours et les feedbacks, que le message qui devait être transmis depuis le départ a pu être passé. Donc, c'est ce qui compte le plus pour moi. Je tenais aussi à remercier tout le soutien des personnes qui m'écrivent par mail, par message privé ou même sur la page Facebook ou dans les commentaires de cette chaîne. Merci beaucoup à vous, ça me donne beaucoup de force pour faire ce que je fais à mon échelle. Voilà, c'est même si ça a déjà été dit, ça me fait du bien aussi de le redire pour vous et pour moi-même du soutien que vous pouvez apporter. Alors merci. Donc, nous allons maintenant rentrer dans la vidéo, au cœur de la vidéo. Et cette fois-ci, pas de détournement, pas de divagation dans d'autres sujets ou dans d'autres précisions. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. On va pouvoir commencer. Donc voilà, donc dans cette vidéo, dans ce live, je voulais reparler donc du satanisme, des camps FEMA, de l'opposition contrôlée en France, des plans des élites vis-à-vis de la population française dans le contexte actuel avec les Gilets jaunes, de ce que elle, donc là je parle de leur plan, de ce que elle a prévu et anticipé depuis déjà plusieurs décennies dans le contexte précis, et de ce qu'elle souhaite manifester par le consentement humain à l'échelle de la population française en le prenant pour exemple sur les mois et les années à venir. Donc, ce qui va être précisé,
comme je viens de le dire, ce n'est pas ce qui va se dérouler mot pour mot dans les explications, mais plutôt le plan qui avait été et qui est souhaité par ce qu'on appelle les élites, l'oligarchie, les Illuminati, les forces de l'ombre, les entités sans âme, tous les noms que vous pouvez donner donc aux antagonistes qui sont opposés au potentiel humain sur cette planète. Voilà, ça dit comme ça, je le reprécise, c'est un terme donc, qui désigne l'ensemble de l'humanité et pas uniquement la France, puisque ça touche toute la Terre entière. Je remercie les Québécois d'ailleurs de nous soutenir parce que c'est vrai qu'il y a une très forte connexion avec le Québec et la France, que ce soit au niveau énergétique dans l'histoire de la Terre ou même de sa population vis-à-vis de son implication. Donc merci à vous et merci à tous ceux qui sont d'autres pays avec des origines aussi diverses qu'il y a de personnes. Merci à vous tous de l'écoute et de ce que vous faites à votre échelle. Donc, le premier point qui était important de préciser dans ce contexte-là, c'était, on va prendre l'exemple des gilets jaunes, parce que mine de rien, ça peut sembler anodin pour ceux qui se pensent épargnés de ce qui se passe à l'échelle populaire avec le mouvement des gilets jaunes, mais sur le plan général, géopolitique et même de la transition, ça aura un impact conséquent, puisque au-delà des gilets jaunes, il y a des humains qui sont impliqués dedans, qui revendiquent un ras-le-bol ou qui revendiquent quelque chose de juste à l'échelle de l'humanité en fonction de leurs possibilités et de leur compréhension du monde. Donc c'est ce qui est à retenir, c'est ce qui est en fait le plus important dans ce genre de mouvement. Ce n'est pas le mouvement lui-même étiqueté médiatiquement et ce qu'on peut en dire autour, mais c'est plutôt dans le vécu à travers ce mouvement et de ce qui peut en ressortir. Donc, le premier point qui permettrait de faire tomber les rideaux assez rapidement à l'échelle de la France et du monde entier, c'est de parler justement. Donc, j'ai noté sur un papier quelques points clés pour ne pas m'éparpiller dans le live. Donc voilà, c'est plus des lignes directives en fait qui me permettront de pas divaguer. Voilà, donc j'ai noté juste des points à souligner. C'est pas grave si vous n'avez pas compris ce qui a marqué, c'est juste des repères. Donc voilà, le premier point, c'est l'illusion d'être en sécurité. En France, particulièrement en France, bon, c'est le cas en Asie, je vous le précise, comme je l'avais dit, j'ai des origines asiatiques, j'ai eu l'occasion d'aller en Corée du Sud, puisque c'est mon pays d'origine du côté de ma mère, et là-bas, bon, au niveau de la société, c'est complètement différent avec l'Occident, mais il y a des points communs, à savoir au niveau de sa population, ou dans le conditionnement humain, à l'échelle de la population, il y a une énorme soumission permanente, qui justement donne du pouvoir à ceux qui peuvent avoir du pouvoir sur vous et qui vont décider des lois à votre place, qui vont décider ce qui sera le mieux pour vous sans passer par votre accord. Mais si nous en sommes arrivés là, c'est pour des raisons diverses, mais qui se rejoignent toutes à travers l'histoire donc de cette humanité, c'est que à travers le temps, on a conditionné les humains à ne plus réfléchir par eux-mêmes, à ne plus décider par eux-mêmes dans leur souveraineté, mais bien à donner leur consentement et leur accord à ce qu'une personne en mesure de le faire dans une force de pouvoir décide à leur place, comme c'est le cas aujourd'hui avec les gouvernements, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, avec les forces militaires, avec donc toutes les grandes familles Illuminati qui en fait ont conscience de la stratégie à mettre en place pour garder un contrôle sur vous. Toutes ces stratégies qui ont été mises en place au niveau des forces de l'ombre ont été faites dans l'intention première qu'ils avaient conscience que la population était suffisamment malléable pour pouvoir en tirer quelque chose où la population allait se soumettre et allait leur donner justement des bénéfices, quels qu'ils soient, dans leurs intérêts personnels. Donc quand je dis personnel, c'est dans leurs plans respectifs, comme vous avez des projets dans votre vie où vous avez envie de faire tel truc. On pourrait dire dans le cas précis que c'est un intérêt personnel. Ça n'a rien à voir avec un intérêt égoïste, mais c'est quelque chose qui est propre à la personne et qui ne concerne pas forcément les personnes autour d'elle. Voilà, parce qu'on a tous des projets différents et puis si on n'est pas d'accord, ben on n'est pas d'accord. Mais donc, pour faire un résumé un peu grossier et grotesque de la situation, parce que c'est intéressant en fait de l'expliquer comme ça, parce que ça apporte une légèreté dans l'explication. Mais pour résumer, en fait, donc
On est dans un monde où il y a énormément d'humains, ça se compte en millions et en milliards, qui ne sont pas souverains d'eux-mêmes, qui se projettent et qui projettent leur propre pouvoir intérieur à travers les autres ou à travers des personnes qui estiment avoir plus de pouvoir qu'elles. Et donc, à la suite de ça, par ce schéma, les personnes qui auront conscience de ça et qui vont donc se mettre à manipuler les personnes qui en ont pas conscience vont jouer avec ça pour pouvoir faire ce qu'elles ont envie. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. À l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un monde entier, elles peuvent faire absolument ce qu'elles veulent tant que les personnes donnent leur consentement et tant que les personnes restent dans l'ignorance justement du fonctionnement et du mécanisme de ce monde, qu'il soit économique, social, etc. Donc, l'illusion, pour en revenir, d'être en sécurité, c'est l'espèce d'égrégore et la pensée la plus prédominante en Occident dans ce qu'on pourrait appeler les nantis et ceux qui ont été habitués à grandir loin de la guerre et de la violence et dans un milieu favorable. Donc ce n'est pas un reproche puisque moi-même j'ai grandi dans un milieu très favorable depuis mon enfance. J'ai grandi donc dans le sud de Toulouse avec donc bon, c'est pas une famille de riches, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne avec des parents qui m'ont beaucoup aidé et soutenu dans mon enfance. J'ai été très soutenu. J'ai eu ce qu'on pourrait appeler tous les meilleures circonstances pour pouvoir après en arriver là, pour pouvoir après en parler avec autant d'aisance. Parce que j'ai eu une éducation aussi où le vocabulaire que j'ai pu développer, il m'a été favorable. Donc voilà. Mais outre ces apparences et outre ces milieux dans lesquels on grandit, puisque c'est un exemple même, je prends mon exemple comme celui de ceux de mon entourage, ça n'empêche pas d'écarter justement la conscience que vis-à-vis de l'illusion d'être en sécurité, ça reste, comme on dit, une illusion. C'est-à-dire que l'illusion, elle est projetée à partir de la personne qui va se construire des formes pensées autour d'elle, qui va tendre à lui donner raison à travers toutes les situations qu'elle va traverser. En prenant pour exemple, admettons, j'essaye de me convaincre que je suis que je suis en sécurité, que tout va bien pour moi et que malgré ce qu'on peut dire à la télé, tout va bien pour moi, tout va pour le mieux dans mon entourage, dans ma famille. Je croise des gens dans la rue qui ont eux aussi l'illusion d'être en sécurité, donc on commence à parler et en fait on se met d'accord là-dessus. Bah oui, toi aussi, Jean-Marc, t'es en sécurité, moi aussi je le suis. En fait, c'est des dialogues de poule, c'est-à-dire qu'on porte des masques illusoires que l'on n'a souvent même pas conscience de porter. Avec l'autre personne qui lui porte un masque aussi, on va en fait se renvoyer la même illusion et en fin de compte, on va se donner raison euh, mutuellement de quelque chose en fait qui est tout sauf quelque chose de juste dans le contexte. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est vous-même qui la construisez à partir de tout ce qu'on peut vous dire autour de vous. Donc ça reste une illusion. Si j'ai dit ça, je pense que des personnes le savent parmi ceux qui écoutent où je veux en venir, c'est-à-dire que quand on nourrit l'illusion d'être en sécurité, en fin de compte, on nourrit ce qu'on redoute, on nourrit ce qu'on refuse, de ce qu'on redoute le plus en fait. Si on veut être en sécurité vis-à-vis du terrorisme, on va tout faire pour essayer de se sentir en sécurité, mais en fin de compte, on va redouter le terrorisme, ce qui est normal, hein. Donc si on redoute le terrorisme, en fin de compte, on n'est jamais à l'abri s'il peut arriver, s'il y a un attentat à côté dans la rue, s'il y a un attentat justement dans la même ville. Et le jour où ça arrive, toutes nos illusions s'effondrent comme un château de cartes parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on avait créé auparavant comme sentiment de sécurité s'écroule de lui-même. Voilà où je voulais en venir, c'est-à-dire que actuellement, un des points clés très importants pour ce qui est à venir, c'est de se détacher complètement de cette espèce d'illusion d'être en sécurité, cette illusion qu'on veut se rassurer à tout prix que «Oh non, c'est bon, je suis épargné. Ouf, oh là là, j'ai bien eu de la chance parce qu'il y a des horreurs dans le monde, mais ouh là là, heureusement que ça arrive pas dans mon petit patelin de Jean-François Dupré, je sais pas quoi». Voilà, tous ces sentiments. Donc si je le dis comme ça, c'est aussi dans l'intention d'aider en fait. Mais tous ces sentiments de volonté de vouloir se terrer et de faire l'autruche mèneront irrémédiablement à un moment ou à un autre, peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans un an, à une situation qui vous montrera le contraire de votre illusion. À savoir que par le terrorisme, c'est un exercice très très utile. On vous fait peur, on fait tout pour médiatiquement vous terroriser là-dessus. On vous dit que c'est terrible. Il y a des attentats, il y a eu
excusez-moi de le dire d'un ton ironique, mais il y a eu 4 Français qui sont morts en Angleterre hier matin. La France est en deuil, le peuple mondial est en deuil face à ces 4 victimes, pauvres d'elles. Vous voyez le culte du drame, le drame, le drame, le drame. C'est terrible ce qui arrive aux victimes. Oh là là, mais il faut pleurer. Oh là là, toi, t'as pas pleuré. La personne, elle a pas pleuré, mais c'est un traître à la nation. C'est une personne qui n'a aucune émotion, mais tu n'as aucune empathie, voyons. Tu as osé ne pas pleurer. Tu n'as osé ne pas te mettre à genoux face à cette horreur. Mais tu es complice. Ce n'est pas possible. Tu es terroriste. Voilà le rapprochement. Bon, j'ai grossi le truc, hein, mais c'est un peu dans l'égrégore, dans la pensée, la bien-pensance collective qu'on veut vous imposer, c'est un peu ce qui est prédominant, c'est-à-dire que, en fait, par le culte de la peur et de la culpabilité et du fait que vous allez vous identifier à une pensée collective plutôt qu'à votre propre pensée dans ce que vous vivez, vous, non seulement n'est plus soi-même, mais voilà, on alimente quelque chose qui ne fait pas avancer justement la situation telle qu'elle est dans sa gravité. Pourquoi dans sa gravité? Pour parler du deuxième point. Parce que en France, dans ce qu'ils ont prévu, donc là je parle de concret, ils ont prévu une opposition contrôlée à venir au sein déguisée par une guerre civile avec les gilets jaunes, avec tous les opposants aux gilets jaunes au niveau de la population et le matraquage médiatique qui continuera jusqu'au bout tant qu'il ne sera pas détruit le conditionnement humain avec les méchants c'est les jaunes, les gentils c'est les blancs, les gentils c'est les rouges, enfin voilà, c'est les couleurs qui sont divisées entre elles, comme ça les gens ils ont pas trop à réfléchir et quand on leur dit quelque chose qui leur semble un petit peu cohérent dans le contexte, eh ben forcément ils vont se référer à ça. Donc c'est ce qui est attendu cette année dans les semaines, même ce samedi, de plus en plus, sans désigner qui que ce soit étant l'origine de cette divergence, c'est-à-dire que l'opposition contrôlée, c'est une stratégie de manipulation à l'échelle d'une population qui vise à diviser la population entre elles pour créer des opposants, des antagonistes et des protagonistes pour nourrir un schéma de division qui profitera, devinez à qui, aux mêmes personnes qui tyrannisent les personnes qui se révoltent. Donc voilà ce qu'ils sont en train de mettre en place, même si de plus en plus de personnes ne sont pas dupes, heureusement ouf, on aura envie de dire, il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de justement le jeu de manipulation qui devient grotesque en fin de compte si on prend du recul. Mais voilà, c'est quand on n'est pas maître de soi-même dans sa conscience, on est facilement influençable et manipulable par toute influence extérieure, qu'elle soit médiatique ou même qu'elle soit humaine, quotidienne autour de soi, avec les rumeurs, les ragots, on a dit ci de ça, ah ben moi je me réfère aux rumeurs, donc si on a dit ci des gilets jaunes ou d'un tel autre mouvement, et ben du coup ça veut dire que c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, pour en venir surtout au fait que il est temps, et là je m'adresse aux gilets jaunes, parce que je ne suis pas un gilet jaune, je le précise pour ceux qui écoutent. Quand je dis je suis pas un gilet jaune, c'est que je ne mets pas le gilet jaune et je vais pas au rond-point ou je ne vais pas dans les grandes villes, mais bien que petit à petit, je soutienne de plus en plus le mouvement en tant que tel, au-delà de ce qu'on peut en dire, parce il est, pour l'instant en tout cas, le réel constat en fait de l'état actuel des faits concernant sa propre population, et ça fait chaud au cœur de voir que des personnes, peu importe le niveau et l'échelle dans laquelle elles sont, peuvent prendre conscience justement que voilà, on les prend pour des imbéciles à leur insu, qu'elles ont donné leur consentement, mais que donc parmi ces mouvements il y a autant de volontés diverses qu'il y a de volonté de vouloir se soumettre au gouvernement et de leur demander réparation avec des solutions qui restent toujours au cœur du problème. C'est ça qui est assez que si j'avais un message dans l'urgence à faire passer à ceux qui écoutent et qui sont gilets jaunes et qui ont la capacité de pouvoir faire passer des messages au sein des groupes gilets jaunes qui vont s'impliquer après-demain pardon, hebdomadairement toutes les semaines sur le terrain, c'est que plus les revendications vont tendre à une souveraineté collective et individuelle d'une population, et moins les pouvoirs oppresseurs auront d'influence et de pouvoir sur vous. C'est-à-dire que plus les gens arrêteront de réclamer à leurs bourreaux et à des gouvernements et à des lois, se plier aux lois, se plier à l'Union européenne, se plier au gouvernement, tout le temps en fait se plier en 4, en 10 000 pour pouvoir enfin se faire entendre, plus il y aura une désobéissance
global, hein. Là, c'est pas que les gilets jaunes, ça, en fait, ça concerne tout le monde, absolument tout le monde à son échelle. C'est quotidien, en fin de compte. Plus il y aura une désobéissance, qu'elle soit pacifique ou que dans le contexte, elle soit justement, elle soit dans un ordre défensif. C'est en prenant l'exemple où, par exemple, en Afrique, il y a des milices terroristes qui ont été implantées un peu partout en Afrique, particulièrement dans les pays qui sont en guerre actuellement et dont les peuples d'Occident, enfin les gouvernements d'Occident sont impliqués, comme le Mali, comme la Somalie, etc. Il y a des milices donc qui sont armées, qui ont été financées justement par la complicité des cellules terroristes, qui elles-mêmes sont financées par les gouvernements occidentaux, etc. Donc c'est comme une tentacule. Et donc en Afrique, en prenant pour exemple en Afrique, il y a donc des milices armées qui vont terroriser les villages et dans les villages, il y a plein de paysans, il y a plein de personnes donc qui vivent un peu à l'écart justement de la société occidentale dans sa façon de gestionner justement les ressources, les produits qui arrivent déjà prêts, où elles font leur propre culture. Et ben ces milices, elles vont les terroriser, elles vont massacrer les enfants. C'est de sources sûres que je dis ça, hein, mais elles vont massacrer les enfants, elles vont aller piller justement les ressources, le peu de ressources que les villageois ont, et en retour, qu'est-ce que les villageois ils obtiennent? Bon, il y a des multitudes de questions à se poser par rapport à ça, mais le premier réflexe qui viendrait à ces villageois, sans être agressif et par légitime défense, ce serait de s'armer. Non pas pour aller leur faire la guerre, non pas pour faire la guerre aux milices, mais pour, si vous voyez quelqu'un se faire tabasser devant vous et que vous êtes en mesure de défendre la personne, sous prétexte de pacifisme, vous n'allez pas croiser les bras en disant bah tiens, je suis pacifique, donc je vais laisser cette personne se faire massacrer parce que je ne suis contre la violence. C'est pas comme ça que ça marche en fin de compte, et ça, les gens de bon sens l'ont bien compris. C'est-à-dire que quand il y a une situation où il y a une opposition qui utilise la violence pour pouvoir créer une répression vis-à-vis d'un groupe de personnes qui se revendiquent pacifiques, si les personnes pacifiques quotidiennement se font marteler, 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 en revendiquant le pacifisme, alors attention, je fais bien attention quand je dis ça parce que je sais que ça peut être pris de travers ce que je vais dire, mais vous en faites pas, je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais quand il y a forcément on va prendre un exemple concret, quand il y a des CRS qui vont tabasser quelqu'un et qui vont le matraquer. Si bon, je vois déjà les gens venir, oui, mais si on va du coup les tabasser les CRS, ça va nourrir le même schéma, on va être comme eux en fin de compte. Ça, d'accord. D'accord, totalement d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème, ça c'est normal, parce on répond en fait au même jeu, mais dans un contexte plus global, avec des lois qui sont imposées quotidiennement, qui ne passent même pas par la vie des gens, que les gens en ont marre, qu'ils descendent dans la rue, qu'ils ont envie d'exprimer leur mécontentement, que à chaque fois qu'il y a un mécontentement qui est exprimé, il y a des prises de conscience au sein de la population parce qu'il y a des gens aussi qui en ont marre et donc ça fait le bouche à oreille, il y a des gens qui en prennent conscience, ça c'est génial, absolument génial, et merci du fond du cœur pour tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Au-delà de ça, dans la gravité et l'urgence de la situation vis-à-vis du plan des gouvernements et des élites, là je le précise, dans le contexte précis, l'injustice qui est perpétuée en permanence, quotidiennement, qui viole en permanence les humains, est-ce que ce serait pas le moment? Et je ne dis pas pour faire un appel à la violence ou pour un appel aux armes ou pour que les gens se mettent à aller couper la tête des gens dans la rue et n'importe qui, mais dans un contexte où la population se fait marcher dessus depuis trop longtemps. Je rigole parce que c'est tellement permanent que à force, on n'a qu'une envie. Moi, je vais vous le dire, avec le cœur, c'est même pas quelque chose qui serait fait méchamment, mais quand tu vois des gens faire du mal aux autres et qu'ils arrêtent pas de faire du mal aux autres et qu'il y a des gens qui font de leur mieux pour s'en sortir et que c'est les innocents qui payent, on le dit comme ça paraît brut et pourtant c'est le cas encore actuellement, malgré toute la bien-pensance qu'on veut essayer de se convaincre à soi-même au sein de cette société. Ça n'empêche pas qu'il y a des innocents qui trinquent. Et c'est le cœur du sujet que je voulais vraiment mettre en avant. Que ce soit pour les réseaux sataniques, les enfants qui sont vendus justement par le biais de l'ASF, l'ASE, pardon, l'ASE, la DAS, bon, je crois que c'est la même chose si je veux pas faire d'amalgame. Ça, c'est un exemple qui vendent les enfants donc par la complicité de ceux qui sont en haut de la hiérarchie au niveau de la DAS, à des réseaux sataniques au niveau des gouvernements, l'affaire Dutroux en Belgique avec la famille royale qui était impliquée. Tout ça, c'est des exemples qui permettent d'illustrer le monde dans lequel vous vivez et quel pouvoir vous donnez à votre
à vos bourreaux. Voilà, on va les appeler des bourreaux parce qu'ils jouent le rôle des bourreaux. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants, ça veut pas dire que dans l'absolu, il y a que des personnes méchantes au niveau des gouvernements et au niveau de ceux qui jouent le rôle des oppresseurs, mais en grande partie, ce sont des personnes qui ont bien pris conscience qu'elles pouvaient avoir du pouvoir sur les autres parce que les autres leur donnaient ce pouvoir. Les Français donnent le pouvoir au gouvernement. S'il n'y avait pas, s'il y avait pas de pouvoir qui était donné au gouvernement, s'il n'y avait pas de consentement donné à toutes ces lois, à tout ça, il n'y aurait pas toutes ces absurdités, il n'y aurait pas justement toutes ces injustices quotidiennes, il n'y aurait pas de ces violations permanentes. Donc, je dis pas que tout le monde est complice, que tout le monde est coupable, même si c'est un peu vrai et que je m'inclus dans le lot, parce que en fin de compte, on fait tous partie du système. Peu importe à quel point, dans sa conscience, on en est extrait. Donc ça, c'est deux choses différentes. Hein. Quand je disais ça, c'était être extrait du système vis-à-vis de sa conscience, dans la conscience de fonctionnement et du mécanisme du monde, et de faire partie du système, parce que bon, on est à la CAF, on est au RSA, ou on a un boulot alimentaire, forcément, pour survivre, hein, parce que tout est basé sur la survie. Donc voilà, tout est basé sur la survie dans ce monde. On cultive, justement, on entretient l'emprisonnement de la population avec la survie. On vous fait peur que vous allez manquer à tel moment d'argent, que votre famille va être en danger parce que vous avez manqué à vos devoirs de citoyen. Bon, je le dis de façon grotesque hein, et réductrice, mais voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. On vous dit tellement de choses, en fait, pour vous culpabiliser. On arrive même, et ça c'est énorme, on arrive même à vous faire culpabiliser qu'à cause de vous, il y a le réchauffement climatique et qu'à cause de vous, justement, vous êtes en train de polluer avec votre petite Twingo, que vous êtes en train de surendetter des banques. Oh là là, mais c'est terrible, vous vous rendez pas compte, hein, vous êtes terrible. Hein. Franchement, moi, je sais même pas pourquoi je fais des vidéos. Non, je plaisante. Mais non, mais c'est incroyable la culpabilité qui est mise, en fait, sur les gens. Et ça, c'est tellement important d'en avoir conscience que, au fur et à mesure que les personnes en prendront conscience, là, ça fera toute la différence. Plus il y aura de personnes, non pas uniquement résistants ou anarchistes ou autres, mais plus il y aura de personnes conscientes, qui n'ont plus peur de mourir, qui n'ont plus peur de ci, qui n'ont plus peur de ça, qui dès qu'il y a une situation qui leur font un peu peur, elles vont se braquer, ou elles vont se dire oh, non, je voulais bien me révolter hier, c'était super, tout allait bien, mais là oh là là, Jean-Pierre il vient de casser une vitre, là le gouvernement il a dit qu'il allait me mettre une amende de 200 €, non là ça va pas du tout. Et là franchement non j'arrête tout parce que là ouh là j'ai peur, j'ai trop peur là. Bon. Je le dis ironiquement, il n'y a aucune offensive, il n'y a rien à prendre personnellement là-dedans. Je l'exprime au nom de tous ceux qui ont besoin de l'exprimer, qui n'ont pas de mots à mettre là-dessus, enfin qui n'arrivent pas à mettre de mots là-dessus. Je sais que ça fait beaucoup de bien et que voilà, c'est aussi important avec tout le reste. Mais voilà, c'est un peu ça dans le contexte dans lequel on est. Il n'y a pas que la France qui est impliquée, il y a plein d'autres pays, à savoir le monde entier en fait, qui est impliqué dedans. Mais aujourd'hui, un des points clés parmi tant d'autres avec l'ouverture de conscience, avec le fait de cultiver l'amour. Mais oui, on cultive l'amour. L'amour, on le cultive quotidiennement parce qu'on l'a en soi. L'amour, c'est quelque chose qui se rayonne. C'est pas quelque chose qui va essayer de se conceptualiser et de se mentaliser en permanence. Ça, je le dis en réponse à beaucoup de personnes qui pensent que l'amour, il suffit de le revendiquer dans des phrases et de le dire, ah ouais, mais je suis tout amour. De toute façon, ce que tu me dis, ça m'atteint pas parce que moi, je suis amour. Moi, j'ai tout compris. Vous avez pas compris parce que vous avez dit un mot de travers, donc je l'ai interprété comme quelque chose qui va diverge de l'amour. Mais vous pouvez très bien dire un message d'amour en parlant de choses terribles. On peut parler des camps FMA en parlant d'amour. Enfin, pas parler d'amour, mais en ayant justement une conscience d'amour. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait agacé. Mais voilà, c'est normal, c'est mon côté humain. Mais c'est parce que à un moment, on passe tous par là. Voilà, on passe tous par là, plus ou moins, ça dépend des gens. Mais à un moment, en fait, on conceptualise les choses qu'on a entendues comme étant justes, comme quelque chose de sage. Et en fin de compte, on les mentalise. Donc, quand on voit quelque chose, oh, mais tiens, dans le livre, il y avait écrit que quand on parle d'ombre, quand on dit l'ombre, c'est pas bien, donc ça nourrit le négatif. Du coup, non. Ah, mais toi, tu viens d'en parler là. Ah bah non, t'es pas dans l'amour. Ah non, moi je suis tout amour, je te jure, je suis tout amour. Mais toi, t'es absolument pas dans l'amour, ça va pas du tout là. Je vais te niquer ta race. Donc, ça c'est en fait le schéma qui est reproduit, c'est exactement le même que
l'autruche qu'on fait en fait quand on est dans ce genre de situation. Donc voilà, c'était en réponse à ça. Il y a des gens qui sont remplis d'amour et qui se battent. Il y a des gens qui ont tué des gens. Voilà, on va dire les choses comme ça c'est un entraînement aussi. Il y a des gens qui ont tué des gens, mais pas forcément volontairement, mais qui avaient été pleins d'amour. Il y a des gens qui ont été violents dans une situation, mais violents pourquoi? Peut-être pour défendre quelqu'un, peut-être parce que ils se faisaient marcher dessus et qu'ils en avaient marre, et qu'ils le faisaient au nom de la population, au nom de l'humanité, au nom de la Terre, qui voulaient défendre la Terre. Vous savez, il y a plein d'enfants dont je fais partie de ma génération, c'est sans mettre d'étiquette bien sûr, mais qui voilà qui disent les choses qui peuvent paraître violentes, des fois ça peut paraître agressif, ça peut paraître quelque chose de scandaleux de dire ça comme ça, ou alors ça peut paraître on peut passer pour des gens qui sont pas spirituels, mais ça pareil, c'est des étiquettes parce que la personne elle a lu dans tel livre que ça c'était spirituel et ça c'était pas spirituel. Mais au-delà des livres, bien qu'il y ait des enseignements très intéressants, rien n'est remis en question là-dedans, mais au-delà des livres, c'est dans le vécu que ça se passe. Et malgré notre jeune âge et malgré justement ce qu'on peut dire, regarder l'enfant tout simplement. Quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, quand il voit des injustices, en parlant des nouveaux enfants qui ont des consciences très ouvertes, bah ils vont pas dire alors excusez-moi messieurs les Français, il y a quelque chose qui me dérange un peu vis-à-vis de votre démarche. J'aimerais par l'article 13 de la loi numéro 12 vous expliquer avec toute ma bienveillance qu'il y a quelque chose de fort dérangeant vis-à-vis d'un problème que vous... Non, l'enfant il dit mais c'est de la merde, c'est quelque chose qui est pourri, c'est quelque chose qui pourrit la vie des gens. Est-ce que c'est un mal de dire la chose directe qu'on pourrait dire directement au-delà de passer par 10 000 détours? Ça, c'est en France, c'est ce qui est fatigant en France. Je le dis, voilà, ça fait du bien de le dire, c'est qu'on doit se plier en quatre pour expliquer quelque chose de tellement simple, à savoir qu'il y en a marre, il y a des gens qui souffrent, et la souffrance, même si elle est un apprentissage pour chacun, quand elle est surexagérée, qu'elle est suralimentée, elle crée l'effet d'une cocotte minute. Et quand la cocotte minute, elle pète, et ben là, ça pète et ça fait plus de dégâts que ça en aurait fait si la cocotte minute avait été dépressurisée. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on partage tout ça, c'est pour dépressuriser un maximum la cocotte minute pour limiter la casse, pas pour éviter les événements à venir qui sont inévitables dans l'absolu. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont à venir en circonstances de cause et qui sont inévitables, comme l'exemple, voilà, ça je voulais en parler aussi, l'exemple de la guerre civile. La guerre civile, on parle de guerre civile en France, sachant que ce qu'on appelle guerre civile, en fait, il faut aller au-delà de la guerre civile. C'est pas juste la guerre civile qui est à pointer du doigt comme étant la source de nos malheurs, qui va faire qu'on va se terrer dans la terre comme une carotte, mais que la guerre civile en elle-même, c'est une conséquence justement de quelque chose qui a été trop longtemps contenu dans le conscient collectif humain. Quand quelque chose est trop longtemps bloqué, trop longtemps empêché, trop longtemps pas exprimé en fait, qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait pour justement le réparer, il y a la cocotte minute qui explose et ça crée justement le dernier recours, à savoir une guerre. Donc quand on dit une guerre, alors Lumos TV, TM, alors je réponds parce que depuis tout à l'heure, je suis désolé pour les commentaires, je sais pas si je devrais désactiver le chat par rapport à le fait que ça peut me distraire, mais voilà, je sais qu'il y a tout. Bon, c'est un entraînement aussi pour moi, mais voilà, on fait de son mieux. Donc, pour en revenir à ce que je disais, le plus important dans un contexte chaotique qui concerne tout le monde, peu importe où l'on est, donc c'est pas genre il faut que ça vous arrive, on n'est pas en train de dire que vous allez tous vivre ça, tout le monde va vivre ça parce que tel vous êtes inclus dans l'eau, il y a personne à inclure dans l'eau, ça dépend de chacun. Mais si on est un minimum investi dans une société qui demande des comptes à rendre quotidiens ou même mensuels ou quoi que ce soit, il y a un minimum d'implication pour qu'on soit au courant de ce qui va se dérouler, c'est-à-dire que voilà, il y aura une révolte, et il y aura beaucoup de violence, il y aura justement quelque chose qui est comment on peut dire, un mal nécessaire pour pouvoir débloquer une situation qui a été suffisamment verrouillée pour, sur le long terme, avoir les gens à l'usure. Et c'est ça qui m'a été délicat de parler parce que bon, voilà, c'est à chaque fois ça peut être pris de travers, mais c'est un contexte chaotique, comme on dit, un mal pour un bien devient nécessaire dans un monde, dans une situation où tout est fait pour
garder un rythme infernal qui empêche les gens en fait de se révolter, sauf par justement un événement violent, un choc ciblé. Voilà pour dire. J'espère que j'ai été clair pour en parlant de ça. Je reprends quelques notes s'il y avait d'autres choses à compléter par rapport à ça. Oui, donc c'était le dernier point justement, c'était par rapport à la guerre civile. La guerre civile, j'aurais pas forcément envie d'appeler ça une guerre civile, ce serait plutôt un soulèvement justement d'une population qui à sa façon et de son mieux fait en sorte de se faire entendre et essaye de se défaire des sables mouvants. On se défait pas de sables mouvants en essayant de battre des ailes comme un oiseau. Bon, on fait en sorte d'amener une pelleteuse ou quelque chose de plus fort. Voilà, c'est un peu ce qui se passe à l'échelle de la France et dans le monde entier. D'autant plus que les forces obscures, celles que on appelle les forces obscures, les gouvernements ainsi que que les forces sataniques ne reculeront devant rien pour aller à leur fin, pour arriver à leur fin. Même si elles se sentent vaincues, même si elles savent que ça barde pour elles, que ça commence à sentir le roussi, c'est dans ces moments-là qu'elles vont justement être le plus kamikazes qu'avant, c'est-à-dire qu'elles vont tenter le tout pour le tout. C'est pour ça que rien n'est joué, et tout se joue en permanence en fonction de la prise de conscience de chacun et du pouvoir collectif de chacun par l'unification des consciences. Mais elles ne reculeront devant rien pour aller jusqu'au bout de leur plan. Il y a même une grande partie de leur plan qui va être quand même mis en place parce que, pour rappel, on n'est pas tous conscients, on n'a pas tous conscience de ça. Il y a encore une majorité de personnes qui nous prennent pour des personnes justement des conspirationnistes ou des personnes qui sont anarchistes ou je ne sais quoi. Donc, si je le dis, c'est non pas par pessimisme, mais bien pour illustrer par constat que actuellement, il y a une masse critique qui n'a pas encore été atteinte, mais qui va dans cette direction pour pouvoir littéralement complètement détruire le gouvernement, détruire toutes les institutions d'oppression, détruire ce qu'on appelle la hiérarchie. Mais la hiérarchie, chacun la compose à son échelle. Tout le monde y participe. C'est pas uniquement ceux qui sont en haut de la pyramide qui alimentent justement cette hiérarchie. Il y a la complicité de chaque étage de cette hiérarchie. Et ça, c'est important de le prendre en compte pour se responsabiliser là-dessus. Et pour en revenir, pour terminer la vidéo, parce que à la base, la vidéo précédente que je comptais faire, c'était tout simplement pour présenter le fait que j'allais parler en détail des réseaux sataniques, des rituels, des mages, de comment s'organise dans une certaine échelle le monde contemporain avec les différentes couches de hiérarchie. Mais voilà, là, les deux vidéos, donc là, la deuxième partie qui a été faite, c'était plus pour illustrer en même temps de parler du contexte présent avec les gilets jaunes, etc. Donc voilà, pour parler du satanisme, pour ceux qui sont présents à Paris, il y a, en prenant l'exemple de Notre-Dame, des rituels sataniques qui se font dans les souterrains, particulièrement dans les occasions datées comme le 14 juillet, comme dans la période de Noël, Halloween, ou les manifestations en ce moment, où chaque week-end il y a des rituels sataniques qui sont faits à travers les catacombes, parce qu'ils sont pas faits dans les couloirs du catacombe, mais il y a des salles blindées où il y a il y a des rituels sataniques qui sont faits. Donc les rituels qui sont faits, donc c'est soit des enfants, soit des prostituées ou des personnes. Alors c'est des prisonniers de guerre, c'est plus rare, mais la plupart donc c'est des personnes, des enfants qui ont été enlevés par la complicité de la DAS ou carrément des mères porteuses qui ont vendu leurs enfants. Donc je sais c'est dégueulasse à dire comme ça, mais je voulais en parler quand même un petit peu. On clôturera la vidéo, vous en faites pas, avec quelque chose de plus positif, mais ça doit se dire. Donc à Paris, c'est vraiment comment on pourrait dire ça, une fourmilière satanique, c'est-à-dire que ça en est rempli. Dans le Louvre, dans les sous-sols du Louvre, il y a aussi des salles de rituels. Donc pour illustrer un peu les rituels, comment ils se font, en fait, ça sert de portail d'énergie noire, c'est-à-dire que pour ceux qui s'intéressent à la magie et ceux qui ont conscience du fonctionnement énergétique des énergies, c'est en fait le rituel en lui-même va permettre d'ouvrir une porte
donc à savoir dans ce cas-là noire, négative, donc un vortex qui, toutes les énergies ambiantes, à savoir donc par exemple les manifestants ou les personnes qui vont protester avec leur énergie de colère, le vortex va s'amplifier en fait. Ça va nourrir le vortex qui va être créé par le rituel et le vortex va pouvoir récupérer l'énergie à penchant négative environnante qui va l'agrandir en fait. Donc la meilleure façon de contrer ces vortex et ces rituels, c'est déjà pour commencer d'en avoir conscience, peu importe les détails qui peuvent être ajoutés, c'est d'en avoir conscience, d'avoir conscience que ça existe et ensuite d'émettre justement une intention d'amour et de protection, de bienveillance envers les victimes de ces rituels et de toutes les personnes qui seraient vulnérables présentes physiquement sur le lieu, comme par exemple les manifestants. Donc si des tas de personnes sont focalisées sur le rituel en lui-même, en contrecarrant le rituel par justement, c'est comme si on étouffait quelque chose par son contraire pour le neutraliser. C'est une question de neutralisation. On neutralise en fait le rituel en lui-même. Le rituel est neutralisé par son contraire. Donc voilà. La colère, de toute façon, elle est inévitable. Après, il y a des colères saines. Ça aussi, c'est important d'en parler. Il y a des colères qui peuvent être très saines et qui ne sont en aucun cas négatives. Quand on parle de négatif, en fait, c'est plus comme une pente. Vous êtes en colère, mais la colère que vous ressentez, c'est parce que vous ressentez une injustice. Une fois que votre colère a été exprimée, vous vous sentez bien, parce que justement, cette colère a permis de rebondir sur quelque chose qui vous a permis après, comme un trampoline, de sauter plus haut. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle la colère saine, pour la schématiser arbitrairement. Et il y a la colère négative. Donc la colère négative, c'est quelque chose qui se cristallise, qui se fige en fait dans le psyché de la personne et qui va être nourri et alimenté par d'autres émotions qui vont ensuite pour faire agrandir cette colère, donner des raisons à cette colère de continuer à exister et ainsi de suite. Donc voilà, il y a énormément de colères saines qui sont justes aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'arrêter les gens en essayant de les en leur disant arrêtez d'être en colère. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est en colère, sauf par justement la bienveillance et par la simple présence rayonnante de ce que vous êtes. Mais si la personne a une colère à exprimer, elle l'exprimera. Sur le long terme, ce sera bénéfique pour elle à sa façon et vous n'êtes personne, on n'est personne pour savoir ce qui est mieux pour l'autre, sachant que la personne vit quelque chose qu'elle a besoin d'exprimer. Voilà. Donc pour en revenir au rituel, il y en a pas qu'à Paris, il y en a dans les grandes villes principalement, il y en a à Tours dans l'ancienne ville de ma chérie. Tours, c'est pas mal, hein. Lyon, il y en a beaucoup à Lyon, il y en a à Toulouse, il y en a à Marseille, il y en a à Foix, il y en a à Bordeaux, il y en a dans toutes les grandes villes. Parce que les grandes villes, ce sont des points énergétiques, pour ceux qui connaissent l'acupuncture, stratégiques. Le but, c'est d'amasser un maximum d'humains en un point pour pouvoir brasser l'énergie, créer des égrégores puissants et pomper l'énergie de ceux qui sont dans les grandes villes. Donc il n'y a rien d'irréversible là-dedans. Vous pouvez très bien contrecarrer le phénomène, comme on peut contrecarrer les ondes. Quand il y a un problème, en fait, quand il y a quelque chose comme les rituels et tout ça qui a lieu, il y a toujours son contraire et quelque chose qui peut le contrecarrer. Gardez toujours ça dans l'esprit, ça c'est hyper important pour la suite, parce que c'est en fin de compte ce qui démoralise beaucoup, c'est de penser qu'il y a que quelque chose qui peut nous anéantir, que quelque chose qui peut contrer cet anéantissement. Donc ce qui est passionnant et ce qui est génial, c'est d'avoir conscience des deux parties, d'avoir conscience de ce qui peut détruire, de ce qui peut anéantir et de ce qui peut emprisonner, et en même temps d'avoir conscience de ce qui peut libérer et de ce qui peut justement affranchir toute forme d'emprisonnement et d'oppression individuelle comme collective. Et ça, c'est la clé en fait de ce qui arrivera. Je le dis de bonne augure, ne rejetez pas ce que vous jugez de négatif parce que vous ressentez une peur. Allez au-delà de la peur de la mort, parce que des morts, malheureusement, enfin, j'ai pas envie de dire malheureusement, mais je le dirais plus honnêtement d'un ordre public. Mais il y aura beaucoup de dégâts, il va y avoir beaucoup de casses, beaucoup de victimes, beaucoup de sang. Je l'ai pas dit parce que je le souhaite, je l'ai pas dit parce que je souhaite
absolument qu'il y ait de la baston et il y ait du sang, mais parce que c'est un résultat direct d'une oppression qui a trop longtemps duré, et quand on veut s'extraire de quelque chose qui fait souffrir trop de monde, il y a forcément un prix à payer. Bon, je le dis de façon romancée, vous savez bien, mais voilà, c'est un peu ce qui va se passer, mais c'est tellement beau en même temps ce qui s'annonce derrière ça. Il y a une telle libération qui vient derrière que le jeu en vaut largement la chandelle. N'ayez pas peur de mourir, la mort n'est qu'une transition, elle est qu'un point de passage qui marque justement un changement. Et ça, quand vous n'avez plus peur de la mort, bah, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Euh, qu'est-ce qui vous arrêtera? Qu'est-ce qui vous arrêtera? Dites-moi ce qui vous arrêtera, à part la peur. Qu'est-ce qui, à part la peur, vous arrêtera dans tout ce qu'on est en train de co-créer tous ensemble, dans tout ce qui est en train de se passer de merveilleux en ce moment et d'à la fois de triste. C'est en même temps triste, c'est en même temps merveilleux, c'est en même temps dur, c'est en même temps difficile, c'est en même temps profond, c'est tout à la fois. Donc il y a rien qui est écarté, il y a toutes les forces qui sont mises de concert, il y a tout qui se joue maintenant, et ça n'arrêtera pas aujourd'hui. Voilà, on peut se penser en sécurité de quelque chose qui ne nous arrivera jamais jusqu'au jour où ça nous arrive. Alors en avant, la peur de la mort ne fera que vous arrêter dans ce que vous êtes venu faire sur cette planète dans cette période. On est tous prêts à mourir dans sa conscience, enfin pas à mourir, excusez-moi, pas à mourir genre je me meurs, je perds mon côté spirituel, je perds ma connexion divine. Non, pas cette mort-là. Je parle, on est prêt à se transformer. Voilà, je vais le dire comme ça plutôt. On est tous prêts à se transformer, et la transformation, c'est ce qu'est la mort, ce qu'on appelle la mort. Donc c'est un peu une mort qui est vécue collectivement avec la France. C'est une mort d'un ancien système qui est en train de s'écrouler de lui-même, où les gens ils sont fatigués, voilà, il y a des burn-out, il y a des gens qui disent merde quoi, il y en a même qui finissent par insulter les gens, par dire oh, mais toi tu me fais chier parce qu'ils sont à bout en fait, les gens sont à bout. On est tous à bout. Je m'inclus dans le lot parce que ça renforce en fait le sentiment que ce que les gens ressentent, mais on est tous à bout. On le ressent par sensibilité, par empathie, et ça, c'est inévitable à dire. Voilà, ça devait être dit. Donc, je le dis avec toute ma bienveillance et avec tout mon amour. J'emmerde les rituels sataniques. J'emmerde ceux qui veulent du pouvoir sur les autres parce qu'ils n'ont pas compris des choses qu'ils avaient à comprendre personnellement. J'emmerde tous ceux qui veulent empêcher les gens de s'exprimer telles qu'elles sont. Voilà, je le dis avec amour, je le dis sans opposition, mais j'emmerde ces personnes-là avec plein de gros bisous, et je souhaite que cette humanité puisse se libérer de tout mon cœur comme on le souhaite tous, parce que elle en vaut tellement la peine. Il y a tellement de belles choses qui peuvent se vivre, mais avant ça, voilà, il y a une tempête qui s'annonce, et cette tempête-là, ça va être un moment historique, ça va être un moment que personne n'oubliera, parce que il y a tous les acteurs qui sont de concert, et ça continuera de plus belle. Alors, je remercie du fond du cœur tous ceux qui apportent leur soutien à tout le monde. Merci à tous. Voilà, l'époque des résistants, il y avait de très belles idées dedans. À l'époque des nazis, même si c'était limité dans un contexte d'opposition contre les nazis, l'idée était là. Hein, je dis pas qu'il faut être absolument comme il faut faire absolument comme à l'époque. C'est pas le but, parce que ça change en fonction du contexte à chaque fois. Mais le fond reste le même, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à être rebelle, non pas je suis fier d'être rebelle, je suis fier de le revendiquer auprès des autres, mais à l'intérieur de soi, dans le sens où on est souverain de soi-même, on est souverain de sa conscience, et personne n'est en droit de vous imposer quelque chose que vous ne voulez pas. Point final, enfin point virgule. Je vous souhaite à très bientôt. Enfin, je vous souhaite à très bientôt. Merci Antoine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, et merci beaucoup à tous. Au revoir.